Bienvenue dans votre magazine Politique Éco, focus sur l'industrie du cinéma, une mine d'or potentielle. Nous retrouvons aujourd'hui notre invité, Monsieur Alain Modeau, directeur de la société DIFA. Bonjour Alain. Bonjour Annick. Alain Modeau, vous avez étudié différentes manières justement d'exporter des images via la télé, le cinéma, dans le monde, en Europe et aujourd'hui en Afrique. Pourquoi ? Effectivement, j'ai un passé, faut pas dire un passif, j'espère, dans la promotion de la télévision française, parce que j'étais à l'origine de la création de TV France Internationale, qui est une organisation professionnelle qui s'occupait de la promotion de tous les programmes français dans le monde entier. Et puis ensuite, comme consultant, j'ai fait de nombreuses missions en Afrique, pour l'Union européenne, pour le ministère des Affaires étrangères, pour RFI. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait deux grandes faiblesses dans le paysage audiovisuel africain, et pas uniquement cinématographique, mais aussi télévisuel. C'était d'une part la production, qui existe, qui est très forte, qui est très vivante, mais qui est souvent pas professionnelle. Et la plus grande faiblesse, c'était aussi la distribution, c'est-à-dire qu'une fois que les programmes étaient produits, il restait sur l'étagère, ou il restait chez le diffuseur qui l'avait plus ou moins payé, et puis plus rien. Donc, expliquez-nous un peu ce qu'est la plateforme DIFA. Alors DIFA, ça veut dire Distribution internationale de films et fictions africains. C'est simplement, si j'ose dire, une société qui prend, avec leur accord bien entendu, les programmes chez les producteurs et chez les réalisateurs, pour les amener sur le marché international et les vendre aux chaînes de télévision, aux plateformes, à tous les clients qui peuvent être intéressés dans le monde entier par des contenus africains. Et ensuite, nous repayons immédiatement le produit des ventes aux producteurs dont le film ou la série a été vendu. Et depuis combien de temps cette société existe ? Alors, la société existe depuis mai 2005, quand Lagardère et moi l'avons créée ensemble. Mais la marque DIFA et l'activité DIFA existent depuis 2011, où j'ai monté, dans ma société de conseil qui s'appelle Media Consulting Group, j'ai monté cette activité de distribution de films africains et de films et séries africaines avec mon équipe à l'origine et avec un partenaire ivoirien qui s'appelle Jean-Hubert Dancam, Martika Productions, basé en Côte d'Ivoire. Donc pendant 4 ans ou 5 ans, nous avons gardé une activité qui était pilotée juridiquement par ma société de conseil, Media Consulting Group. Mais Lagardère, qui a des velléités de développement en Afrique et une volonté réelle de se développer en Afrique, et Takis Candilis, le président de Lagardère Studio, que je connais depuis très très longtemps, est venu me voir. On a partagé nos visions de l'Afrique, on a partagé nos vues, et il m'a dit moi je vais faire de la production et de la distribution, mais faisons la distribution ensemble, parce que tu as déjà une vraie place sur le marché africain, donc faisons-la ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus rien à proposer en Europe ? En Europe, pourquoi si ? Il y a plein de choses à proposer en Europe, et Lagardère est devenu un des principaux producteurs et distributeurs européens, mais l'Afrique était un des territoires dans lesquels il souhaitait aller parce qu'on peut y faire de la croissance. Donc on a créé ensemble, en joint venture, DIFA, qui est aujourd'hui une société, qui est détenue à 50,1% par Lagardère et à 49,9% par Jean-Hubert et moi-même. Voilà. Et y a-t-il justement dans la promotion des programmes et dans les choix des œuvres une dimension politique ou œcuménique ? Alors, il n'y a ni politique ni œcuménisme, il y a la qualité éditoriale, la qualité technique et le potentiel d'une œuvre. Quand on est vendeur de programmes sur le marché international, on ne prend pas des programmes ou dans le catalogue uniquement pour le dire celui-là est formidable, mais si personne ne veut l'acheter, ce n'est pas la peine de l'avoir. Donc, sans vouloir faire le requin sur les marchés, nous, on regarde d'abord tous les programmes qui nous sont envoyés aujourd'hui par les producteurs et les réalisateurs. On regarde d'abord la qualité technique. Il y a eu, au début, moins maintenant, mais au début, des programmes qui étaient faits encore en 4 tiers, alors que la télé est en 16/9, des programmes qui étaient faits sans version internationale, en son direct, avec quasiment souvent la perche qui passe au milieu de l'écran. Donc tous ces programmes-là, on a dit aux producteurs et réalisateurs, on ne les veut pas, parce qu'aujourd'hui le marché passe au numérique, la télévision devient de plus en plus numérique, et donc il est hors de question de proposer des programmes avec les 2 bandes noires sur les côtés, ou alors c'est vraiment un produit de l'histoire. Voilà. Mais donc, vous parlez justement du numérique, est-ce que c'est un
outil bien adapté, utilisé sur le continent? De toute façon, le continent africain n'a pas le choix, puisque le passage au numérique est une obligation internationale pour tous les pays. L'Afrique devait basculer vers le numérique le 17 juin 2015. Tous les pays ne sont pas au rendez-vous. Il n'y en a même aucun qui a été véritablement au rendez-vous, mais il y a un passage qui va se faire entre 2015 et 2022. En 2022, il y aura presque plus de 1000 ou 1200 chaînes qui existeront sur le continent, sur les 54 pays. Voilà. Mais vous, de l'observation que vous avez pu en faire, il y a une maîtrise quand même du numérique? Alors, il y a beaucoup de chaînes qui sont aujourd'hui numériques. Il y a des modes de diffusion qui ne sont pas numériques encore, et on reste encore dans l'ancien analogique. Beaucoup de récepteurs sont encore anciens et sont pas prêts pour accueillir le numérique. Les antennes même de télévision qu'il y a sur les toits des foyers africains ne sont pas encore adaptées au numérique. Donc le passage au numérique, c'est un véritable enjeu et qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. Vous êtes ivoirienne d'origine. La Côte d'Ivoire vient de lancer les appels d'offres pour le passage au numérique et pour accorder donc des licences de numérique terrestre sur un son opérateur. Donc voilà, donc il y aura peut-être d'ici 6 mois une dizaine d'opérateurs qui auront été sélectionnés, puisqu'il y a 2 multiplex d'après ce que j'ai compris, donc 6 ou 5 pour le service public, la RTI, et 6 ou 5 pour les privés. Voilà. Justement, expliquez-nous un peu qui entame ces sélections sur le continent. Là, dans chaque pays, il y a une instance qui est... Quand c'est lancé dans le pays, parce que les pays, c'est pas encore lancé. Mais dans tous les pays où le numérique est lancé, il y a des instances qui sont soit le gouvernement, soit des autorités indépendantes comme la ACA en Côte d'Ivoire, ou le MITAN, j'ai oublié son nom exactement, le MITAN au Sénégal. Vous avez donc des organismes qui sont censés organiser les appels d'offres et recevoir les projets qui seront ensuite, qui auront la licence et qui auront une fréquence terrestre. 500 heures de programmes collectés. Ça intéresse qui aujourd'hui? Moi, j'ai plus de 500 heures aujourd'hui, j'en ai plus de 700. Et heureusement d'ailleurs, et ça augmente de jour en jour, parce que je reçois, chaque fois que je me déplace en Afrique, j'étais en RDC il y a 10 jours, je serai au Cameroun la semaine prochaine, je vois beaucoup de producteurs, beaucoup de réalisateurs, et on voit tous ces gens-là qui ont réalisé des programmes qui n'ont jamais circulé, qui n'ont jamais été vendus, qui n'ont jamais été vus. Donc c'est quand même la pire des choses qu'un programme ou un film ne soit pas vu. Mais il y a en fait une récupération, une remise à niveau ou une diffusion? Ce que nous faisons, c'est que nous avons une plateforme numérique sur laquelle nous entreposons tous les films que nous signons avec les producteurs ou les réalisateurs. Les masters qu'on nous envoie sont vérifiés techniquement. S'il y a beaucoup de travaux à faire, c'est le producteur qui le supporte parce que c'est son actif, c'est son film. On se met toujours d'accord avec lui là-dessus. Et une fois que le film est vérifié, upgradé si nécessaire, dans les normes, il est sur la plateforme. Et quand on le vend à une chaîne ou à des chaînes, on le fait partir soit sous forme sur un lien HTTP, soit sous forme de disque dur. Et on envoie donc les disques durs ou le lien aux acheteurs de ces programmes. Et combien justement de partenaires, de producteurs africains comptez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai pas le nombre exact parce qu'il y en a plein qui sont en train de signer, mais je pense qu'on doit être au moins 60, et peut-être même qu'on a dépassé les 60. Donc là, il y a 1 an et demi, on était encore 25. Donc vous voyez, c'est une progression incroyable. Et on représente, nous, donc 60 producteurs de 28 pays différents. 28 pays africains différents, dont des Kenyans, des Nigérians, des Ougandais, des Malawi, des gens d'Angola. On a aussi des Ivoiriens. Des Ivoiriens, puisque notre partenaire d'origine ivoirienne, on a d'autres producteurs ivoiriens. On a même des stars de la Côte d'Ivoire, comme Marie-Louise Asseux et ses films qui sont chez nous. On a des producteurs qui sont de la diaspora, on a des gens qui sont basés au Brésil, qui sont basés à Los Angeles, qui sont à Londres, qui sont en Guadeloupe, qui sont en France. Et donc on prend tous ces films-là et moi j'essaie d'ouvrir un peu, et je ne veux pas rester simplement africain, mais je veux être aussi vers l'outre-mer et vers le Pacifique. Caraïbes-Pacifique, c'est un peu ma volonté, ma vision, parce que je pense qu'il y a des liens culturels assez forts et les programmes peuvent circuler. Donc nous, on prend les programmes chez
chez ceux dont on Qui les considère que les programmes produisent. qui les produisent, parce qu'on pense que le programme a du potentiel, ou il est bien fait, ou il est intéressant. J'ai vu récemment... Vous prenez le programme aussi à l'origine, à l'idée même Alors, ou... ça c'est autre chose. Donc on prend les programmes, donc après on fait le marketing, on a des catalogues, Vous organisez toute la stratégie. on a toute la stratégie de vente, on informe les acheteurs, on connaît tous les acheteurs, donc voilà. Et une fois que le programme est vendu, ou même vendu plusieurs fois, on a des films qui ont été vendus. Mais le producteur sort gagnant justement de ces ventes? Jusqu'à présent, j'en ai pas qui s'en vont de chez nous, donc ça veut dire qu'ils sont gagnants. Mais... Il y a des gens qui gagnent bien qui récupèrent de l'argent grâce à DIFA. Dites-moi justement, pourquoi Lagardère décide-t-il aujourd'hui de lorgner vers les productions africaines? C'est pas lorgner, c'est que quand vous décidez que l'Afrique est le continent audiovisuel africain bouge, et de demain, donc vous vous dites, j'ai deux façons d'y être, soit de produire avec des Africains, c'est ce que fait Lagardère en achetant des sociétés de production comme Kiwoo, et ils produisent une série qui est très connue qui s'appelle C'est la vie et qui marche assez bien, soit en faisant de la distribution de programmes africains ou européens, et c'est ce qu'il fait avec nous puisqu'on s'est associés. Donc voilà, mais Lagardère, c'est aussi Gulli Africa, la chaîne pour enfants qui est maintenant diffusée sur le bouquet Canal et qui a un véritable succès en Afrique. Et Gulli commence à produire des films, des séries et des programmes avec des producteurs africains. Et notamment, nous, on leur a proposé un magazine culturel destiné aux enfants qui est produit par Chama Prod, une société ivoirienne aussi, de Claire Elvire Anoma. Et donc, voilà, c'est un programme qui est maintenant produit toutes les semaines pour Gulli Africa, par une société africaine, et qui est distribué par DIFA. C'était facile, puisque DIFA et Lagardère, on était assez proches, mais voilà, mais ça prouve qu'aujourd'hui, il y a une véritable volonté chez Lagardère aussi de soutenir la production, et via DIFA, de soutenir la distribution et la promotion des œuvres. Est-ce qu'il y a justement dans votre approche une volonté pédagogique? Vous parlez des enfants, de l'éducation, il y a un manque justement sur le continent. Est-ce que vous essayez de... Moi, comme je suis un ancien prof, j'ai d'abord une volonté pédagogique avec les professionnels africains. Parce qu'il faut être clair, on ne peut pas dire que toutes les règles du professionnalisme sont respectées en Afrique, dans la production et dans la distribution. Mais selon vous, c'est dû à quoi? Un manque de formation? C'est dû à un manque de formation, c'est dû à des pratiques. Beaucoup d'écoles? Il y a beaucoup d'écoles, mais bon, les écoles forment des techniciens, mais elles ne forment pas des managers et elles ne forment pas beaucoup de gestionnaires de l'entreprise audiovisuelle. Et vous, justement, la venue de DIFA, vous essayez de compenser, et de quelle façon? J'essaie de compenser, oui, on essaie de compenser. Mais moi, j'ai monté un module de formation qui s'appelle Made in Africa, et qui est un module qui permet aux professionnels de l'audiovisuel et du cinéma de gérer, je dirais, au minimum correctement une entreprise audiovisuelle selon les trois grandes étapes que sont le développement, la production et la distribution. Et à chaque étape, donc voilà, donc nous on les forme, mais on a formé aussi des gens pour dire, il faut, quand vous nous livrez un programme, il faut qu'il y ait une version internationale, il ne faut pas qu'on puisse ne pas faire une version anglaise s'il n'y a pas de version internationale, il ne faut plus produire en 4 tiers. Voilà, on a beaucoup appris comme ça aux gens. Et le processus prend beaucoup plus de temps? Une fois que les gens ont compris, ils ne refont plus la faute. Donc nous, on le dit au fur et à mesure, mais on le dit pour nos adhérents. Voilà. D'accord. Votre mission sur Terre, fédérer les expériences pour qu'elles fassent école. Quelle est votre politique, votre philosophie économique plutôt? Moi, ma philosophie, quand je suis allé en Afrique, j'avais 3 points. C'était 1, faire bénéficier les professionnels africains de l'expérience que j'avais moi ici en Europe, notamment en organisant les syndicats de producteurs, en gérant la production indépendante. 2, c'était de permettre à l'Afrique de bénéficier du marché international et donc de pouvoir rentrer de plein pied sur le marché international des programmes et des contenus avec une production réelle et forte qui existe et qui doit avoir sa chance. Et 3, assurer, je dirais, le développement durable des entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique en faisant remonter les recettes immédiatement vers les professionnels africains. Et un marché international réceptif, justement? Il y a un marché international qui commence à être... Voilà, nous, on commence à vendre des programmes, y compris aux États-Unis, on a vendu en Angleterre, on en vend en France, donc on peut vendre des programmes. C'est pas Hollywood, hein, le catalogue africain, mais il y a un début à tout, et aujourd'hui, il y a des chaînes qui se créent, des chaînes qui s'installent en Afrique, et qui ont besoin de programmes africains, qui découvrent. Et comme pendant beaucoup d'années,
les producteurs africains sortaient pas de leur bulle ou de leur petit environnement. Nous, aujourd'hui, on les aide à rencontrer directement leurs clients, les clients potentiels pour leur programme. Très bien. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée, une fois que le programme est fait, c'est bien, on essaie de le distribuer, mais on aide aussi les producteurs à préfinancer leur programme. Pour certains programmes, pas pour tous, parce qu'on ne peut pas faire... on n'est que 4 dans DIFA, pour l'instant 2 à Abidjan et 2 à Paris, 3 à Paris. Et donc on aide un certain nombre de programmes à trouver des préfinancements sur le marché en allant négocier des préachats, des préventes, des coproductions ou de la subvention dans un certain nombre d'institutions. Voilà. Alors, une économie gagnante qui se fonde sur la classe moyenne, est-ce bien le public visé par vos projets ? Aujourd'hui, effectivement, on parle du boom de la classe moyenne en Afrique. C'est vrai que et la télévision, d'ailleurs, elle s'adresse à elle aussi. C'est plus, on voit une classe africaine qui a des voitures, qui a des villas, qui a des problématiques pour ses enfants à l'université, qui a des problématiques sur la santé, qui a des problématiques sur tout. Et donc, il y a des enjeux aujourd'hui que la télévision traduit bien dans ses séries, ou voire dans ses films, ou dans ses documentaires. Et donc, nous, on apporte cette nouvelle vision de l'Afrique, c'est-à-dire que les Africains, aujourd'hui, peuvent se reconnaître dans les films ou les séries qu'on distribue, qu'on a choisis. Mais il y a aussi, et ça c'est la force de l'Afrique, il y a aussi une vision tellement traditionnelle de la société africaine. Par exemple, nous, on a une série qu'on a vendue plusieurs fois qui s'appelle Les Rois de Ségou. Série malienne, on l'a même vendu comment dirais-je, en Afrique du Sud, sous-titré en anglais, et ça a eu un gros succès. Donc il y a aussi cette dimension presque mémoire collective, qu'est-ce qu'on était nous, de la tradition, parce que beaucoup d'Africains connaissent leur pays ou leur région, mais pas au-delà. Et donc en apportant de l'information sur le Cameroun, sur le Gabon, sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, à travers des séries, à travers des traditions, ça fait aussi circuler la culture. Vous favorisez l'interaction culturelle. C'est ça, voilà. D'accord. Ou la connaissance, en tout cas. Voilà. Tout à fait. Alain Modo, qu'est-ce qu'un bon programme africain, selon vous ? Un bon programme africain, c'est d'abord un programme qui, comme tout bon programme, raconte une histoire, la raconte bien, a pas de défaut, trop de défauts techniques, et donc qui permet aux gens permet de fédérer un public ou des publics dans différents pays. Et vous pouvez nous décrire un programme africain exportable, selon vous ? Moi, je peux vous citer des films, des séries qu'on a vendus 7, 8, 10 fois. J'ai parlé tout à l'heure de Marie-Louise Asseux, qui est une star en Côte d'Ivoire. Et sa série Un mari pour 2 sœurs, on l'a vendu 7 ou 8 fois. On a vendu des films nigérians comme Last Flight to Abuja 7 ou 8 fois. On a vendu les séries de Boubacar Diallo, d'Adama Rwamba du Burkina Faso plusieurs fois. Donc on a vendu les séries de Jean-Noël Bas, producteur ivoirien aussi de scénarii, plusieurs fois. Donc on vend très bien les séries. Alors le problème c'est que les prix de vente sont faibles, ils sont à la hauteur en ligne avec tout ce qu'est le marché africain aujourd'hui. On vend des programmes qui parfois sont vendus $60 la demi-heure, parfois sont vendus 250 ou $300 la demi-heure. Mais donc nous on les vend plusieurs fois. Et donc le producteur récupérera toujours le produit de ses ventes. Et il vaut mieux récupérer un peu que rien. Dites-moi un peu, vous parlez de tradition, de culture. Est-ce que vous-même, en tant que spécialiste des médias, vous êtes imprégné, vous êtes influencé par cette nouveauté que vous découvrez sur le continent dans vos œuvres ? Alors, mon associé Jean-Hubert Nankam a dit un jour à un autre distributeur africain, Jean Patoudem, il a dit, mais tu sais, Modo, il est plus africain que toi. Alors, je ne sais pas si c'était un compliment ou quoi. Moi, j'ai pris pour un compliment. Alors, moi, ce que j'aime en Afrique, c'est une façon de faire le travail, de faire le business, qui est plutôt relax et décontracté. Ce que j'aime pas en Afrique, mais c'est pas africain, c'est l'absence parfois de professionnalisme, de respect de la parole donnée, mais il n'y a pas qu'en Afrique, on voit ça en Europe partout. Hein, voilà. Et moi, ce que j'aime enfin en Afrique, c'est justement de contribuer à cette percée de l'audiovisuel africain en permettant à ces professionnels de tirer le maximum de leurs idées, de leurs projets, de leur réseau et des nôtres. Voilà.
Monsieur Modo, pourquoi selon vous un programme africain n'est pas exportable bon, si on prend l'exemple de la musique africaine, pour quelles raisons on ne consomme pas partout dans le monde le cinéma africain? Alors le cinéma africain, alors moi je suis assez sévère, il y a eu un cinéma africain qui était fait ici en Europe, dans le Nord, et qui n'était que certains en Afrique appelaient le cinéma calebasse, c'est-à-dire en fait un cinéma qui tombait dans qui montrait tous les poncifs et tous les stéréotypes de la société africaine et qui intéressait juste les financeurs blancs de ce cinéma-là. Ce cinéma ne circulait pas, n'allait jamais en Afrique, et il y avait un certain même mépris ces cinéastes noirs installés en Europe à l'égard de leurs confrères africains. Donc moi, ce cinéma-là, il n'a jamais circulé parce que tout simplement, il ne méritait peut-être pas de circuler, comme beaucoup de films européens ne méritent pas de circuler parce qu'ils sont nuls. Voilà. Maintenant, il y a aussi des choses qui vont contre le cinéma africain, et particulièrement en France, vous le savez, que la diversité, elle n'est pas reconnue, que pour avoir des blacks ou même des métis à la télévision, c'est extrêmement compliqué, qu'il a même fallu des lois et un CSA qui se battent là-dessus, et ça, c'est aussi un frein culturel. Moi, j'essaie de faire coproduire une série absolument sublimissime, drôle, pleine d'humour, qui s'appelle The Samaritans, qui nous a été amené par un jeune producteur kényan dont c'est le premier projet. C'est une vision absolument délirante et drôle des ONG blanches qui sont en Afrique. C'est de l'humour, ça traite des ONG. Eh bien, c'est quelque chose qu'on pourrait parfaitement imaginer financer ça aussi en Europe, avec des canals, avec des Arte, avec des choses comme ça. Et j'ai un mal fou à avancer sur un projet comme ça, dans lequel blanc et noir, pour différentes raisons, se retrouveraient sur l'écran, parce qu'il y a les ONG blancs, donc on peut mettre des acteurs blancs, on peut mettre les acteurs noirs. Voilà. C'est difficile de faire mettre à l'écran des films africains. Maintenant, moi je travaille avec des grands réalisateurs, enfin des grandes réalisatrices, notamment Apolline Traoré. Elle produit en ce moment un film qui s'appelle Frontières, et qu'on a coproduit avec Orange, avec Studio Orange, ici à Paris. Et j'espère que ces partenariats-là vont faire apprécier le film africain et vont le faire circuler. Voilà. Et justement, qui décide, Monsieur Modo, de la valeur d'un film noir? De quelle valeur parlez-vous? De valeur d'un programme. C'est d'abord le producteur et le réalisateur. Après, moi, si on s'adresse à moi comme distributeur, je peux dire j'y crois pas, je pense que voilà. Et après, il y a des clients, il y a donc Canal, il y a TV5, il y a d'autres, il y a Strong Media, il y a Télé Sud, qui peuvent prendre des films. Voilà, donc après, c'est à eux, mais eux, ils le prennent à leur prix, ils ont un prix de case. Canal vous dira, bah oui, moi, le film, c'est 4 000 €, TV5 vous dira, c'est 7 000 € ou 6 000 €. Voilà, donc ça, il y a pas de débat véritablement sur la valeur. Vous parlez plus des critères de choix, mais qui fixe ces critères et selon quel goût? C'est d'abord le réalisateur ou le producteur qui décide de faire un film. Moi, par exemple, je suis tombé sur un roman absolument sublime que je vais essayer de convaincre l'auteur de céder les droits d'adaptation. Et voilà, j'ai lu un livre qui m'a quasiment tiré les larmes des yeux. C'est un auteur africain, une histoire africaine, et je voudrais vraiment que ça soit réalisé par une histoire de femme en plus. Et je voudrais vraiment que ça soit réalisé par une réalisatrice africaine. Voilà, ça c'est mon goût, c'est mon choix, et je pousserai ce projet jusqu'au bout, en espérant le faire partager à d'autres. Vous voyez, j'irai le pitcher probablement en novembre à Rome, puisqu'il y a pour trouver des partenaires. Voilà, donc ça c'est une affaire personnelle presque, je veux dire. Mais c'est un vrai. D'abord, ce serait une adaptation littéraire. Je pense, moi, qu'il y a dans la littérature africaine un gisement de sujets et d'idées qui permettrait beaucoup d'adaptations au cinéma et à la télévision. Parce que c'est vrai que globalement, c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on voit, l'homme, le mari, la femme, la maîtresse, le téléphone portable et le canapé. C'est un peu ça la fiction africaine aujourd'hui, donc il faut un peu l'enrichir, quoi. Et est-ce que DIFA, justement, à son arrivée sur le continent, n'a pas été vu comme une forme de néocolonialisme? Est-ce que vous, en tant que Français, vous avez été accepté? Alors, moi, je suis politique, si j'ose dire, et c'est bien la chose qui me faisait le plus peur. Et quand j'ai eu l'occasion de lancer DIFA, j'avais fait plusieurs missions en Afrique, donc j'avais tout un réseau, moi, de producteurs, de réalisateurs africains que je connaissais, voilà. Et j'ai monté tout de suite ce projet avec
Jean-Hubert Nancam, pour que ce ne soit pas une affaire de blanc qui explique aux noirs comment on fait, mais que ce soit une affaire de professionnels qui explique aux professionnels africains comment on fait. Et ça dure toujours. Très bien. En Europe, la France est figure de proue en matière de cinéma, de culture. Quel serait pour vous en Afrique le pays référent ? Il y a vraiment dans ce domaine-là, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique anglophone avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, et puis l'Afrique francophone avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, voire même le Mali, qui ont des traditions cinématographiques assez fortes. Mais c'est deux cinémas ou deux télévisions différentes, c'est deux modes de production différents, c'est vraiment, c'est pas la même chose. Mais on pourrait dire qu'il y a des pôles comme le Burkina, qui est un peu moins aujourd'hui, qui était un peu l'enfant chéri de toute l'Europe, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a une activité qui commence à bien se développer en matière de cinéma. En tout cas, l'État ivoirien se donne les moyens de le faire. Le Mali, qui, malgré toutes les difficultés, a aussi une tradition cinématographique assez forte. On trouve ensuite, bien entendu, le Nigeria avec la tradition d'Hollywood. Mais ça, c'est vraiment très, très, très nigérian, même si ça a un peu changé en 5-6 ans. Pendant les premiers films de Nollywood que je voyais, c'était une nullité absolue, c'était en son direct, mal éclairé, des acteurs pas professionnels. Là, maintenant, ça a beaucoup changé. Et la diaspora nigériane basée à Londres ou à Los Angeles, elle joue beaucoup dans ce changement. Ben là, vous parlez justement de différence entre industrie du cinéma anglophone, en tout cas d'Afrique anglophone, absolument, tout à fait. Et celui d'Afrique francophone. Oui. Pour quelle raison ? À quoi est-ce dû ? Parce que d'abord, ils n'ont pas les mêmes références. C'est une question d'histoire ? C'est une question d'histoire, absolument, oui, et de relations avec les anciens colonisateurs ou les anciens partenaires. Le Nigeria, l'Ouganda, ils ont tous été plutôt tournés vers l'Angleterre. Le Kenya, Angleterre, un peu l'Allemagne, mais beaucoup l'Angleterre. Et puis le reste de l'Afrique de l'Ouest, c'était la France. Et voilà, et les Grands Lacs, que ce soit aujourd'hui la RDC, le Congo, le Gabon, c'est la France, quoi. C'était voilà. Donc il y a deux formes de tradition, mais qui ne se vérifient pas de la même façon dans tous les pays. Parce que, par exemple, autant le Burkina et le Mali fonctionnent très proches du modèle français, même s'ils n'ont pas les moyens du modèle français, un peu comme d'ailleurs la Côte d'Ivoire, mais c'est pas du tout le cas en RDC, au Gabon ou au Cameroun, où c'est vraiment l'anarchie complète qui domine le secteur. Audimat, la masse, toujours la recherche du plus grand nombre au détriment de la qualité. Est-ce que DIFA fonctionne autrement ? Moi, non, je ne sais pas de dire. Moi, d'abord, je ne suis pas responsable de l'audimat. Enfin, si, je suis responsable indirectement en fournissant des programmes, mais il n'y a pas d'audimat en Afrique. Il y en a très peu qui sont faits. Il y a très peu d'études. Contrairement d'ailleurs à l'Afrique anglophone, où il y a plus de suivi des audiences dans les chaînes africaines. Aujourd'hui, Canal commence à nous dire oui, ça marche bien, ça c'est un programme qui marche, voilà. Mais Canal a une petite audience, c'est une chaîne à péage. Donc moi, j'attends véritablement de chaînes comme la RTI, les chaînes, la RTS au Sénégal, les chaînes privées, de pouvoir lancer ces études Cali et Canty pour pouvoir montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. La citoyenneté et l'audimat sont-ils aujourd'hui conciliables ou en perpétuelle lutte, selon vous ? Moi, je trouve que Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème entre citoyenneté et audimat. Il y aurait peut-être plus de problèmes entre télévision d'État et citoyenneté, où il y a beaucoup de télévisions, beaucoup de pays où la télévision publique n'est que l'organe du pouvoir pour faire passer les messages, et que le pouvoir s'empare de la grille quand bon lui semble. Je pourrais citer quelques exemples comme ça, où on me dit « Ah !» Ça, c'est la souveraineté. Donc, il y a des moments où, par exemple, le samedi soir, vous ne pouvez pas être sûr d'une programmation parce que la femme du président a décidé que, je ne dirais pas dans quel pays, mais qu'il y avait que la case du samedi soir après le journal était la sienne. Voilà. Merci, Monsieur Modo. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, moi je trouve qu'il y a encore plein de choses à faire en Afrique, et donc je suis disponible, pas pour moi, mais pour les Africains. Voilà. Merci à vous. Et surtout aussi, c'est un secteur où il y a de plus en plus de femmes, mais pas assez, et où les femmes ne sont pas reconnues. Et moi, je me bats beaucoup vraiment pour reconnaître les réalisatrices, les auteurs, les autrices, si on peut dire, voilà, qui ont toute leur place et toute leur sensibilité dans ce nouveau paysage. Merci Monsieur Modo. Focus sur le cinéma africain et l'industrie audiovisuelle en présence de notre invité, Monsieur Alain Modo, directeur du groupe DIFA. Excellente journée à vous.